Monsieur Samy, comment ça va? Bien. Celui qui a la connaissance. C'est pour cela que j'ai fait autant de parcours parce qu'en fait, il ne faut pas que. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans la vie. Je suis d'accord, D'accord. il y a plein de gens qui ont un diplôme de médecine ayurvédique et qui D'accord. n'ont pas. Parce que, par exemple, moi, après l'université, j'ai fait beaucoup de maths. Hmm. Parce que c'est les maîtres qui t'apprennent, si tu veux, la sagesse. Parce que l'université, tu connais, tu as fait. L'université, on va apprendre l'anatomie, la physiologie, le diagnostic, le médicament, tout ça. Mais tu sens que c'est quand même si c'est un traitement qui est naturel, mais tu sens qu'il y a toujours un aspect commun Hmm. à la médecine. D'accord. Et c'est chez un maître où ce qui est important, c'est que lui n'est pas allé à l'école, en fait. Il a été transmis de maître à disciple. Et tu vois que c'est complètement différent. C'est-à-dire que déjà le diagnostic, il le fait par le pouls. Hmm. Tandis qu'à l'université, on a le cystoscope, on a analyse de sang, on a radio, tout ça, tu vois. Oui, tu abordes le truc par le mental alors qu'à part le pouls, tu l'abordes par Voilà, l'intuition, quoi. voilà. Et en fait, c'est l'intuition c'est pour ça qu'on les appelle Védia, parce que dans la médecine que j'ai pratiquée, souvent ça m'arrive en fait. C'est un instinct qui se développe, tu comprends. Et même dans la médecine allopathique, il y a quelqu'un une personne qui a fait le test sur l'intuition médicale. Parce que à travers toutes les possibilités, l'intuition doit te permettre d'aller au plus vite, tu Hmm. vois. Mais quand tu n'as pas d'intuition, Hmm. eh bien, tu es obligé de faire toutes sortes d'analyses, toutes sortes d'essais, toutes sortes de tests. Parce qu'on est dans une société qui veut après tout prouver, à tout prix démontrer, alors que l'intuition, c'est un accès à la vérité instantanée. Et Oui. les gens ont du mal à pouvoir avoir. Et Mais pourtant, on veut de l'instantané, et quand on l'a, on veut pouvoir prouver de pourquoi, du comment, que c'était ça la Mais bonne l'intuition, réponse. quand même, c'est quand même quelque chose qui est relié à la sagesse. Hein. Il y a la connaissance et la sagesse. Parce que j'ai essayé, je te dis, j'ai essayé, il y a des médecins allopathes qui m'ont dit d'essayer de leur apprendre à prendre le pouls. Tu vois. Mais je veux bien, j'essaie, tu vois, mais soit il y a beaucoup de combinaisons différentes, il y a une sensibilité à avoir, Mhm. ou soit, comme tu dis, le fait de poser la main sur la personne, eh bien, tu ressens à l'intérieur de toi ce qui ne va pas. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas enseigner comme ça aux Bah, gens. tu peux C'est un ressentir qu'à développement. l'intérieur de toi. Voilà, donc c'est un développement. Donc, c'est-à-dire que si l'organe, par exemple, le foie est malade, je sens que le mien commence à me Mhm. parler à travers, tu vois. Parce que tu as Je rentre en développé une écoute. résonance. Tu as développé, voilà, tu rentres en résonance Résonance avec avec la l'organe personne. et tu as Voilà. développé une certaine écoute. Voilà. Donc si tu veux enseigner ça à quelqu'un, il faut quand même que la personne puisse pratiquer beaucoup de. Tu sais, la sagesse, c'est constamment méditer sur tout. C'est pas méditer forcément les yeux ouverts, hein, mais méditer sur le souffle, sur les feuilles, sur simplement ce que tu vois autour de L'instant toi. présent, tu le Ouais. disais tout à l'heure. J'ai une expression un peu crue que je dis souvent. Euh, on est plus en méditation quand on a la chiasse sur les toilettes que quand on essaye de faire le lotus sur le tapis de yoga. Pour certains occidentaux qui se veulent trop imiter en fait une certaine Ouais. culture indienne. Ouais. Alors que méditer, c'est juste être là dans Non, l'instant et ben voilà. pouvoir. La méditation, la Utiliser. définition, c'est quoi de la méditation? C'est que, en fait, quelque part, je vis l'instant présent, c'est-à-dire à l'instant T, toujours T. Et à l'instant T, il n'y a rien qui se passe. Mm. C'est à l'instant T plus 1, il y a quelque chose de T moins 1. Mais il n'y a rien qui se passe à l'instant T. Lorsque, là, je dis une phrase, mais avant de dire la phrase, il n'y a rien qui se passait. Mm. Donc, en fait, si tu veux, c'est cet instant. C'est rester simplement être. Je suis quoi? Je suis là, simplement. Et donc, on n'est pas obligé de fermer les yeux, on n'est pas obligé de faire du yoga, on n'est pas obligé de faire d'aucune religion. Parce que c'est quelque chose qui est inné en nous, en fait. On ne se rend pas compte, on l'a perdu. En Oui, les clés, ce sont des clés. Le yoga, le tai chi, tout ça, ce sont des clés fait. Oui. pour accéder à Oui. cet état-là. C'est des outils, c'est un outil, mais c'est pas parce que tu fais du yoga que tu vas arriver à te libérer, justement, être satisfait, on parlait de ça, avoir la satisfaction permanente. Tout dépend de ce que tu recherches. Alors, j'ai peut-être pas une satisfaction permanente, c'est ce qui me permet de constamment évoluer et être une version qui s'améliore et qui s'adapte. Mais je suis satisfait que si je devais mourir ce soir, pour moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Enfin, Ah, j'ai dit la même chose hier. ouais. Hier, je disais que, en fait, ça fait longtemps que je dis que, autant qu'on a peur de la mort, ça fait au moins une vingtaine d'années, je me dis, la mort, je suis prêt. Je suis prêt parce que je pense comme toi, avoir fait le tour de l'existence. Parce que c'est important de savoir pourquoi je suis Hmm. ici
et quel est mon cheminement. Une fois qu'on a compris son cheminement, et on a compris qu'on est ici, on a compris son existence, je pense que on a, comme tu disais, on a la paix. Tu peux ne pas avoir la satisfaction, mais J'ai la paix. il y a pas une grande barrière entre la paix et la satisfaction. Parce qu'il faut d'abord être en paix pour être satisfait. Je suis celui qui cherche la paix, la quiétude. Si c'est mon but, c'est de chercher ça. Donc forcément, je suis satisfait. Tu vois? Parce que pour les gens satisfaire, c'est la relation avec le monde extérieur. La satisfaction vient de l'intérieur. Mais logiquement, quelqu'un qui cherche la paix, c'est qu'il ne l'a pas. C'est quelqu'un qui est en paix, ça ne lui traverse pas l'esprit de lâcher là. Non, c'est comme quelqu'un qui cherche la liberté. Oui. C'est quelqu'un qui cherche l'amour, quelqu'un qui cherche à être heureux. Oui. C'est pour ça que dans la loi de l'attraction, on te dit ce que tu cherches, ben tu vas. En fait, les gens comprennent mal la loi de l'attraction, en fait. Ouais. La chose mal parce qu'en fait, tu cherches pas quelque chose tu es issu de cette chose-là. Par exemple. Je suis issu du bonheur. Je ne peux pas chercher à être heureux. Et en plus, heureux, le mot heureux, il y a dualité dedans. Pour être heureux, il doit y avoir un attribut. Tandis que si je suis né la béatitude c'est quoi, par exemple? C'est lorsque je me sens en plénitude, je me sens en permanence, que ce soit il pleut, il fait chaud, je travaille, je suis fatigué. Et j'ai remarqué une chose en fait. Plus tu as ce contentement intérieur, tu n'es jamais malade. Même, tu vois, je viens de manger là. Tu vois, je n'avais pas mangé depuis ce matin, mais j'aurais pu tenir demain ou après-demain. Tu vois ce que je dis? Et j'ai remarqué à travers tous les patients que j'ai soignés jusqu'à présent, j'en ai soigné beaucoup. Il y en a qui ont grandi, il y en a qui reviennent de voir même tous les 2 ans ou tous les 1 an. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas que si je suis malade, 2 choses qui sont importantes. Soit j'ai dû respecter les lois spirituelles, c'est-à-dire les lois quantiques, ou soit j'ai dû respecter les lois de la nature. Bon, par exemple, même un coup de coude là, c'est parce que je ne suis pas attentionné. Mais c'est difficile aujourd'hui et j'aimerais avoir de plus en plus de personnes qui tiennent ce discours où on est responsable de notre vie, on est créateur de notre vie, mais c'est difficile d'aller dire. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fier de passer du temps ici, de voir les gens que tu as traités en cure. Quelqu'un qui a un cancer, de lui dire avec beaucoup de diplomatie, parfois ou parfois non, c'est ta faute. Mais comment tu peux dire aujourd'hui, avec tous les octobre roses et tous les trucs, de dire à quelqu'un, c'est ta faute, c'est dur. Mais il faut le prendre de la souveraineté. Je ne dirais pas ça, c'est sa faute. Je ne le dirais pas comme ça. On amène, je dis souvent ça, une fois que tu es né et que les médecins ont dit que ça y est, votre enfant est normal. Donc même moi, tout ce qui m'arrive après, même la diarrhée, il faut le prendre très loin. Les maux de tête, ça veut dire que j'ai dû respecter les lois. Ben c'est l'ensemble, c'est la succession. Et cette loi-là donnera la succession de tes pensées, de tes paroles, de tout ça qui amène à que petit à petit, il va modifier. Va modifier lorsque mes cellules vont naître, ils ne vont pas naître en super santé. Parce qu'une fois que les cellules naissent, il faut les programmer. Et qu'est-ce qui le programme? C'est quelque chose d'automatique. Le subconscient sait que cette cellule-là va faire de la chair, celle-là va faire des poils. Mais imagine que tout vient du subconscient. Imagine que ton subconscient est rempli. D'accord? Rempli de sentiments négatifs, rempli d'aversion, rempli rempli de pensées négatives. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qui se manifeste. Ça donne une cellule mal programmée. Et je dis souvent ça. Tu prends par exemple un musicien. Je suis un compositeur, je veux présenter à mon orchestre le morceau que je joue. Je commence avec l'ordinateur, je mets la guitare, je mets le piano, je mets chaque instrument, le saxo, je mets. Et chaque fois que je mets un instrument, la partition évolue. D'accord? Eh bien, en fait, c'est pareil pour le subconscient. Dans ta vie, tous les sentiments et les impressions que tu as eues d'un événement ou de quelqu'un, ça reste. Enregistré. C'est enregistré comme une pulsion. Mais ce qui arrive, c'est que, imagine que tu l'as saturé de négativité, de faiblesse, de je ne peux pas. C'est que ça qui se manifeste. Et comment tu veux à travers ça, comment il va trouver la bonne programmation de ta cellule? Il va mettre un petit peu, parce que ce sont des vibrations, donc en fait des vibrations se mélangent. Je prends souvent l'exemple du portable, là. Nous sommes à 3 là. Eh bien, comment tu peux expliquer que on fait le numéro de cette dame-là, eh bien, c'est elle, son téléphone qui va sonner.
Parce qu'il y a une adresse. Et nous, si tu veux, chaque chose a une adresse. Et si dans notre balai plénière, par exemple, le subconscient, lorsque les choses sont très longtemps, il va emmagasiner tout. D'accord? C'est comme si la mémoire homme. Et après ça, il va petit à petit, ça va, s'il reste là et ça s'enfuit, il faut que quelque chose se manifeste. Toute pensée doit se manifester par une action. Donc, comme ça ne fait pas d'action, ça dit tu ne cries pas, tu ne pleures pas, qu'est-ce que ça fera? Ça fera une maladie. Je pense qu'il y a une base dans ton subconscient, tu as enregistré plein de choses de ton éducation, ton histoire personnelle, et il y a un jour un événement qui fait que boum, le programme s'active en fait. Et souvent... Ça attend toujours un événement. Oui, il faut un événement. Un événement, une mort, une déception. Une rupture, un échec, quelque ouais. chose, et boum. Et c'est ça qui, je pense, est le plus dur pour les patients que je traite, ou peut-être que c'est ça aussi, c'est la reprogrammation. Défaire le programme et refaire le programme. Je dirais pas la plus difficile, je dirais c'est c'est plus laborieux de faire ça. Ça te prend beaucoup de temps. Ça veut dire que quelqu'un que je soigne, par exemple, il a, je prends un cas tout ça, par exemple, il a une fibromyalgie. Par exemple, en ce moment, je veux soigner quelqu'un qui a une fibromyalgie. La personne, tu sais, ce qui m'arrive souvent, je ne sais pas si ça t'arrive, c'est que il y a une chose qu'on appelle chez nous, dans le futur, l'évolution de la maladie. D'accord? Et tu dis à quelqu'un, par exemple, soigne-toi, parce que si tu ne te soignes pas, ça donnera ça. La personne ne comprend pas que ça donnera ça. Même des fois, tu dis à une personne, hier, j'ai eu à quelqu'un, j'ai dit qu'il avait un tout petit truc là. Au sein, une petite boule, j'ai dit attention à toi, c'est pas bon, tu ne dois pas avoir de boule là. X boule va donner quelque chose. Bien sûr. Oui, c'est la boule le jour où il y a la situation que ça dégénère et ça te fout une tumeur. Mais pour elle, je sais pas, change ta vie maintenant. C'est un insigne. Et les gens ne veulent pas changer. Au pied du mur. Et c'est lorsque ça m'arrivait de soigner des gens. Une fois, de leur donner tous les consignes et je les revois 3 ans après pour une maladie que j'avais prévue. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et ça, c'est le commun, le quotidien. Ça. Mais alors, c'est pour ça que je remets beaucoup en question le métier de thérapeute depuis quelques années. C'est l'objectif aussi de toutes ces vidéos. C'est qu'aujourd'hui, le patient, il a été éduqué, pas que par la médecine classique, par toutes les médecines, il a été éduqué à ne pas s'impliquer. C'est pas lui qui décide, c'est le médecin qui prend les décisions pour lui. Il faut prendre ça le matin, il faut prendre ça le midi, tu vas prendre, tu vois. Et lui, il se laisse guider et il s'implique jamais. Toi, tu étais l'un des premiers que j'ai vu à dire aux gens, non, faut que tu changes ta vie. Faut que tu ailles méditer, faut que tu ailles jeûner, faut que tu ailles manger, faut que tu ailles ci, ça, va faire ton yoga. Et les gens ne remettent pas en question leur vie. Ils veulent garder la même vie, mais avoir un résultat différent. Si tu veux un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent dans ta vie, en fait. En fait, je vais t'expliquer. Et en plus, c'était un membre de ta famille. Je vais t'apprendre une histoire qui va te faire comprendre ça. Non, c'est pas un membre de ta famille, c'est un membre des Romanos. Et en fait, un monsieur est venu me voir, il m'a dit qu'il doit faire une croisière. D'accord? Une croisière avec sa femme et ses enfants. C'est la première fois qu'il est tout le temps occupé qu'il amène sa femme. Son neurologue lui a dit pas question. Il a des calculs, il lui est jeudi, pas question, il ne pourra pas faire, il faut qu'il reste. Alors on lui a dit de venir me voir. Je lui ai dit voilà, c'est tout simple. Et ça c'est mon style, tu le connais déjà. Et voilà. Si tu veux que je t'enlève tes calculs, je te dis de faire pipi sur toi, tu le fais pipi sur toi. Je te dis de faire caca sur toi, tu fais caca sur toi. Est-ce que tu es d'accord? Là, tu es là, tu n'es rien. D'accord? Tu es moins qu'un clochard maintenant, si tu veux que je te soigne. Et en fait, il est resté. Jeudi, il est dormi, vendredi, samedi, et il est parti dimanche. D'accord? Parce qu'il devait prendre la. Donc ça s'est bien passé, ses calculs sont expulsés. En fait, l'histoire, pourquoi je te raconte? Parce que ce monsieur-là, quand il a fini sa croisière, il est revenu me voir pour que je puisse faire un traitement sur une longue durée. Et quand il revient me voir, il me dit ça s'est bien passé, mais quand est-ce que je pourrais manger comme avant? Tu comprends? Donc pour les gens, tous le maladie, c'est juste un accident de parcours. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Et c'est pas, il n'y a aucune médecine qui dit aux gens que ce que vous avez c'est un hasard quand même. Hein. C'est les gens qui se disent que c'est un hasard, parce qu'il n'y a aucune médecine qui dit que. Et ils pensent que c'est du jour au lendemain aussi. Voilà. Ouais. C'est ça. Et alors qu'une maladie se met, au fil des années, ça s'installe. Goutte après goutte. Goutte après goutte, ça s'installe. Regarde quelque chose qui est simple. Je sens un petit point là. C'est pas normal. Je sens que ce matin, je me suis levé, j'essaie de m'étirer, j'arrive pas. Non, je dois m'inquiéter.
Pas m'inquiéter pour dramatiser, mais je dois m'inquiéter. Mais voilà, je pense qu'il faut tester son corps constamment, voir c'est quoi. Tu poses une question, tu vois la réponse, et c'est là où je suis d'accord avec toi. Quand il y a un truc qui est dysfonctionnel, qui n'est pas dans l'équilibre habituel, c'est là que tu dois donc pas t'inquiéter. Et la plupart des gens, c'est là qu'ils commencent à s'inquiéter et qui se rajoutent des couches de stress. Et c'est là que ça empire un truc qui est déjà existant. Il y a un truc que je voulais te dire, parce que tu sais, il faut, dans ce que j'ai appris, si tu veux, nous sommes tous responsables, hein, parce que j'ai appris que nous sommes tous, par exemple, quand je vois quelqu'un, je me dis, me voici son net aspect. D'accord? Parce que nous, comme on dit, nous sommes tous issus de la même matrice. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, en fait? Que il n'y a même pas à critiquer, c'est-à-dire que c'est l'évolution du monde qui a fait que, à la recherche d'un bonheur qu'on ne connaissait pas, comment le trouver? C'est ce qui a mis toutes ces difficultés à être en bonne santé. On a recherché un bonheur sans savoir comment trouver le bonheur. Donc, par exemple, je prends un cas très simple. On a dit que dans l'alimentation, si on facilite les gens, ils vont avoir plus de temps pour se détendre. D'accord? Donc, par exemple, tout simple, hein, si tu dis à quelqu'un, tu te fais ton lait de soja, tu te fais ton lait d'amande, tu te fais ton lait d'avoine, les gens vont dire, mais attends, c'est l'esclavage ça. Oui. Tu comprends? Et alors que... Et encore, tu es allé loin là, sur de faire du lait végétal. Genre juste faire à manger, les gens le font plus. Non, les gens ne le font plus parce qu'ils disent c'est l'esclavage. Et les gens, si tu veux se rendre compte, c'est la recherche du bonheur qui a fait qu'il faut qu'on ait plus de temps pour faire quoi? Car de la télé, aller chez le coiffeur, faire ses ongles, se maquiller. Et en fait, beaucoup de choses qui sont superficielles. Mais comme on nous a dit que le paraître est important, parce que l'intérieur, comme on ne voit pas l'intérieur, tu peux voir l'intérieur comme méditation. Quand tu médites énormément, tu ressens. Tu ne le vois pas, mais tu ressens tout ce qui est un dysfonctionnement chez toi. Et tu peux te réveiller, même pas un dysfonctionnement. Il y a ce qu'on appelle l'intuition du corps qui parle au subconscient, parce que le subconscient est relié au corps. Et il y a une chose que j'apprends souvent les gens yoga. Par exemple, je ressens mon corps. Apprenez à ressentir votre corps et après, envoyez l'information au subconscient. Fermez vos yeux, mettez votre les souffles. Et vous allez voir qu'en fait, après ça, j'écoute le subconscient et le corps va bouger. Il va bouger, il va faire des mouvements pour enlever la tension qu'il y a. Qui n'est pas encore une maladie. Mais c'est la somme de plein de tensions qui va donner quelque chose. Et qui vont se cristalliser petit à petit. Et par exemple, au niveau, je dis aux gens, les chakras doivent se nettoyer tous les chakras, c'est ce qui fait la relation entre les glandes et les glandes endocrines et le mental. Hein, d'accord? Donc, imagine que toute maladie vient il faut qu'il y ait un dérèglement hormonal quelque part. Si ce n'est pas une blessure, sous les maladies qui sont du style neurologique. Et les gens, si tu veux, ils ne comprennent pas que c'est de la même manière que je me douche. Je dois aussi me laver l'intérieur tous les jours. Je vois beaucoup de gens frotter leur terrasse matin, midi et soir à l'eau de Javel et ce qu'ils mettent dedans, ils s'en foutent, quoi. Mais je reviens juste sur ce que tu viens de dire et on parlait tout à l'heure de comment on reprogramme. Je pense que les gens savent quel programme ils veulent mettre, mais c'est tout le cheminement, comme tu dis, d'envoyer le message au subconscient qu'on ne sait pas. Et ça passe par du ressenti, ça passe par ressentir son corps pour pouvoir envoyer une information. Donc c'est se mettre dans cet état, entre parenthèses, de transe, où on en a déjà parlé, où tout ton corps s'engourdit. Quand tu commences à vibrer de partout et que... C'est là, en fait, c'est ce truc-là que, les gens n'ont pas appris, et deux, il faut pouvoir lâcher le mental pour pouvoir être dans son ressenti. Les gens réfléchissent le corps, et le corps, ça se ressent, ça se réfléchit pas. Je pense que c'est le frein principal. Je suis complètement d'accord. En fait, ça peut s'enseigner, c'est parce qu'on n'a pas pris le bon bout. Imagine que dès l'école, on apprenait les enfants ça. Eh bien, ça serait automatique. Mais on ne peut pas en vouloir aux autres parce que eux-mêmes, tu ne peux pas apprendre aux autres ce que tu ne sais pas. Non, bien sûr. Et en fait, le professeur ne sait pas, le formateur du professeur ne sait pas, le ministre ne sait pas ça, le président ne sait pas ça. Comment tu voulais que ça se mette en place? C'est pas possible. C'est des choses, si tu veux, qu'il faut dire quand même il y a un progrès. Hein. Par rapport à quelques siècles, ça commence à se mettre en haut. Il y a plus en plus de gens qui veulent au moins essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de soi-même. N'est-ce pas? Mais on est dans une ère qui appelle à ça, à l'introspection, à la reconnexion à soi. Et il y a une question que je pose souvent à mes patients, quel que soit leur âge. Je l'ai posé à un enfant de 9-10 ans l'autre jour. C'est comment on fait pour se donner de l'amour?
que c'est un enfant, c'est sa belle-mère qui me l'emmène. Le papa est en prison, la maman est sur une autre île, elle ne le voit pas, donc il vit avec la belle-mère. Et l'enfant est turbulent à l'école. Il emmerde tout le monde et tout. Donc forcément, s'il cherche de l'agressivité, c'est qu'il a besoin d'amour, quoi. Il n'en a pas. Ouais. Je dis, bah, ok, quand l'extérieur, la vie est en train de t'envoyer l'expérience, c'est quand l'extérieur me donne pas d'amour, comment je fais? Et c'est dur à 10 ans de pouvoir vivre cette expérience, de se dire, bon, bah, si l'extérieur va pas me donner de l'amour, est-ce que c'est moi qui peux me donner de l'amour? Et si c'est possible, comment on fait pour se donner de l'amour? Mais même des gens de 60 ans n'ont pas la réponse à cette question, comment je me donne de l'amour? Et tu l'as dit, une des façons, c'est déjà foutre ses mains dans sa nourriture et la manger. Il y a plein de façons de se donner de l'amour. En fait, si tu veux, il y a un principe de base. Si je sais que l'amour, c'est en moi je vais le trouver, donc je peux me le donner. Mais si je crois que c'est quelqu'un d'autre qui peut me donner l'amour, donc il faut déjà changer cet état d'esprit. Il faut changer que le principe que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me donner l'amour. C'est à l'intérieur de moi que je cherche l'amour. Tu vois? Et à partir de ça, il y a plein de techniques comme la méditation. En fait, trouver l'amour à l'intérieur de soi. Trouver l'amour à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de simple. Hein. C'est lorsque tu sais que... Lorsque je ressens, par exemple, je ressens un bonheur. Quel que soit l'événement qui me donne du bonheur, c'est que je ressens à l'intérieur. Quand j'ai une satisfaction, je le ressens à l'intérieur. Donc si je le ressens à l'intérieur, pourquoi avoir des choses? Pourquoi je vais chercher des choses d'extérieur? Je vais directement à la source. Et on ne nous enseigne pas ça. J'essaie d'enseigner depuis quelques années ça à quelques personnes qui veulent bien. Qu'elles le veulent. Hein? Il faut qu'elles le veulent. Il y en a qui essaient, après avoir cassé, tu sais, après avoir échoué à la recherche du bonheur, un moment tu te fais comme un animal qui s'est essoufflé. Et tu te dis que le bonheur se trouve à l'intérieur. Je lis quelques livres, les gens lisent quelques livres, et après ça, ils se disent que bon. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'apprenne à trouver ce bonheur. Et donc, de plus en plus, je pense que quand même, on s'interroge, même si on n'y arrive pas, on s'interroge. Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé le yoga, il y a une trentaine d'années, même quand j'ai commencé le yoga, plus que ça, il y a au moins une trentaine d'années que j'ai commencé le yoga, et bien c'était quelque chose qui était mystique. Mais maintenant, même un médecin normal dit aux gens qu'il faut faire du yoga. Oui. Un médecin classique. Tu vois? Donc en fait, maintenant c'est venu, et même l'enseignement, l'éducation nationale le propose parce qu'il y a une formation pour les profs pour enseigner le yoga. C'est quoi? J'avais fait une interview d'un enseignant de yoga et je voudrais savoir c'est quoi toi ta définition du yoga? Le yoga c'est l'union avec soi. C'est pas forcément les postures. Les postures, je vais t'expliquer le processus du yoga. Je vais être toujours en union avec moi, avec soi. Le soi c'est quoi? Les trois corps. Le corps causal, c'est la cause même de mon existence. Le corps subtil, le chef c'est l'esprit. Et je dirais, et le corps grossier. Le corps grossier, pourquoi du corps grossier? C'est parce qu'il y a le corps physique et le subconscient. C'est-à-dire que il faut savoir que les impressions du subconscient se logent dans le corps physique. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre toutes les impressions. L'impression, c'est les humeurs pour toi? Les humeurs, voilà. Il faut le mettre dedans. Parce que je ne vais pas mettre la mémoire, mais je vais mettre les humeurs. Parce que tout ce qui est dans le subconscient se manifeste toujours dans le corps physique. En fait, il n'y a pas de relation entre le subconscient et l'esprit. Il y a une relation entre le corps et le subconscient. Et l'esprit, ce qu'il fait, c'est le soir. Il va chercher des images du subconscient pour pouvoir faire des cauchemars, faire des mises à jour. Mais le subconscient ne discute pas avec, il va directement dans le corps. Et donc c'est pour cela que si tu veux, en comprenant ça, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le yoga, on veut faire l'union des trois corps. Donc l'union des trois corps, il y a toujours un élément. Par exemple, enlever les tensions du corps physique, je prends quoi? L'esprit est dirigé calmé par le souffle. Donc je prends le souffle et j'utilise le souffle et les mouvements. Donc pour enlever les tensions. Ensuite, pour passer du corps subtil au corps causal, j'utilise la méditation. La méditation qui va me libérer des deux corps pour que je puisse aller dans le subconscient faire ce qu'on appelle des recettes, des nettoyages de la journée, des effets négatifs du passé, etc.
Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Bien sûr, il y a des techniques, mais pour pouvoir apprendre des techniques, il faut vouloir déjà. C'est ça. Vouloir aller chercher ton bonheur à l'intérieur. Moi, j'adorais quand je venais chez toi et qu'il y avait des gens qui venaient et c'était la première fois. Déjà, ils poireautaient pendant 2 heures. Ils avaient galéré à trouver parce qu'il n'y a aucun panneau. La route est complètement défoncée. Et les gens ne comprenaient pas. Et moi, je me disais, c'était génial. Tu fais déjà des filtres. Tu mets déjà des micro-obstacles sur le truc des gens pour savoir s'ils sont vraiment motivés ou pas. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui, où moi j'étais là, ils sont repartis, quoi. Et qui n'ont même pas voulu attendre. Et chez toi, parfois, on pouvait pas rater 2 heures. Moi, j'aimais bien dans mon ancien cabinet, j'avais une baie vitrée, je voyais l'extérieur ne me voyait pas. Et moi, j'étais dans la pénombre, j'étais assis en méditation et j'attendais. Et les gens restaient 1 minute debout. Et s'il y avait personne qui sortait pour les voir, 1 minute. Toi, tu disais, les gens peuvent pas rater 2-3 heures, même une journée. 1 minute, je vois des gens. Donc, ouais, il faut vraiment que les gens veuillent avant tout. Et il y a ce qu'on appelle Icha-Shakti, c'est le pouvoir de volonté. Tu dois avoir, pour n'importe quel domaine, il faut avoir la volonté. C'est la base, je veux m'en sortir. Mais quand tu viens, parce qu'il y avait un maire qui était venu me voir un jour. Et il avait fait son chauffeur l'emmener. Et le chauffeur m'a dit, j'étais occupé. Pas fini, parce que tu sais ça, tu es patient, tu te dis peut-être une demi-heure, 1 heure, après tu rencontres plein d'autres problèmes, donc tu passes plus de temps avec le patient. Et le chauffeur me dit, mais si monsieur le maire là, il ne peut pas attendre. J'ai dit, ben s'il ne peut pas attendre, il doit se casser. Et le maire entend ça, il a dit, non, j'attends. Hein. Mais je vois ton chemin qui est défoncé, tu ne veux pas que je le fasse pour toi, que j'envoie. J'ai dit non. Pour l'instant, je ne veux pas de faveur, c'est toi qui as besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Hein? Et si tu veux, c'est ce truc-là qu'on ne sait pas faire, c'est avoir la patience. Oui, mais il faut que le thérapeute accepte, il y a beaucoup de thérapeutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi par exemple, ça fait 1 an et demi que je ne fais plus d'ostéopathie. C'est ma formation initiale et c'est quelque chose que je trouve génial et je ne le fais plus parce qu'aujourd'hui, l'ostéopathie, c'est devenu... Je vais le voir quand je suis fracassé et que je suis en deux complètement... Et après ça, je reviendrai encore. Je reviens dans 1 an, quand je serai fracassé. Et je suis aucun conseil. Mais après, et pendant 1 an, ne me dis rien et je vais continuer de taper ma tête contre les murs. Et si tu veux, les ostéos, mais moi compris en fait, on a accepté de faire ce genre de séance parce que tu avais la consulte à 70, à 60. Donc les gens continuent. Donc on a validé ce mauvais fonctionnement de la part des patients. Et je pense qu'il faut que le thérapeute accepte aussi de dire, comme tu dis, tu as besoin de moi, mais moi j'ai pas besoin de toi et je suis prêt à gagner peut-être moins pour pouvoir gagner ce truc. Exactement, je suis d'accord. Je préfère gagner moins, mais faire un bon travail. Ouais. Ça m'arrive d'envoyer des gens voir un médecin allopathe. Ouais. Quelqu'un vient avec sa cigarette, il vient et tu sens il boit l'alcool, il mange, il boit la viande, je dis tu t'es trompé d'adresse. Il vient pour un diabète, je dis tu t'es trompé d'adresse parce que pour guérir ton diabète, je vais tout changer. Ah ben, il faut que tu ailles voir un diabétologue. C'est tout. Si par contre tu veux savoir, tu veux enrayer, tu veux changer, parce que le diabète, ça correspond à une hygiène de vie. Diabète de type 2, on est d'accord. Quel que soit, le type 1 se guérit aussi, tous les deux, monsieur. Oui, mais je pense que pour la malformation de ton pancréas sur le diabète d'un type 1, tu as plus de boulot sur on va dire, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est définitif et c'est jusqu'à la fin de ta vie que tu enrayes le truc, quoi. C'est-à-dire que je dis enrayé, c'est-à-dire que la personne sera en régime. À vie. Tu vois? Mais être en bonne santé, et quand je dis un régime, c'est-à-dire que la personne ne sera pas en régime, une hygiène de vie, parce que moi, par exemple, je prends un exemple, tout simple, hein. Tu vas faire manger, par exemple, une sauce avec du mouton, d'accord, avec des pâtes, tu vois, avec du merguez, tout ça, même si je n'ai pas le diabète, je ne veux pas le prendre. Pour moi, c'est dégueulasse. Donc, il faut simplement réveiller la conscience de quelqu'un, de savoir que ce qu'il mange, c'est dégueulasse. Tu vois? Ben, j'ai dit du mal. Il y a une dame qui est venue me voir. Mais les gens ne se rendent pas compte parce qu'on ne dit pas ça. Elle a la fibromyalgie. Je lui dis que il ne faut pas manger de gluten. Eh bien, c'est les pâtes qu'elle préfère. En général, tu es attiré par ce qui n'est pas bon pour toi. Mais c'est comme ça, en Ayurveda, le corps est toujours attiré par ce qui n'est pas bon pour toi. Et c'est après, quand la maladie est devenue au top, le corps commence à dire je ne veux plus ça. Mais quand il est déjà à l'extrême, un moment, le corps se défend un moment.
il se défend, il vomit les choses que tu donnes, il se défend. Mais quand il se défend, c'est parce que c'est très grave là déjà. Et d'ailleurs, je voulais te poser cette question. Si on peut le décrire avant que je pose cette question. C'est en Ayurveda, on décrit les doshas, c'est-à-dire les éléments qu'on retrouve dans l'univers, qu'on a aussi en certaines compositions en nous. C'est On a normal. des prédominances et il y a un équilibre à trouver. Est-ce que tu peux définir un peu les doshas, selon ton point de vue? Alors, il y a, les doshas, nous on les appelle doshas, et on a trouvé une traduction qu'on appelle humeur biologique, c'est-à-dire que c'est des énergies, d'accord, qui sont à l'extérieur et qui se manifestent. Une fois l'énergie est manifestée dans le corps pour te constituer à partir des 5 éléments, les 5 éléments de la nature, c'est-à-dire l'éther, l'eau, le feu, l'air, d'accord, et la terre, une fois que tout est constitué de ça, en fait. Ce qu'on appelle la terre, c'est les oligo-éléments, en fait. Donc, une fois que c'est de la nature et que ça se manifeste pour former avec l'enveloppe qu'on appelle le kosha, l'enveloppe physique, et une fois que ça s'est manifesté, ça devient dosha. D'accord? Les 5 éléments deviennent dosha parce qu'ils se sont manifestés, ils se sont installés dans le corps. Donc, si tu veux, cette énergie-là devient des humeurs parce que ça arrive. Par exemple, le mental. Le mental, il est sensible à tout ce qui est impulsion nerveuse. Et bien ça se voit pas. Par exemple, tu dis à un médecin que j'ai mal à la tête, s'il n'y a pas de physiquement, il n'y a rien, il ne verra pas ça. Oui, pour lui, il est il y a obligé rien. de croire que tu dis. Tu diras par exemple, comme j'ai des douleurs, par exemple là, j'ai des spasmes, Oui, mais si à la radio, il n'y a rien, pour lui, il n'y a il n'y a rien. rien. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle la partie la plus subtile qu'on appelle l'éther. L'éther est responsable de tout ce qui est mouvement subtil dans le corps. Ensuite, on a l'air. Pourquoi on a créé les douches? Par exemple, on a remarqué que l'éther, ça assèche. D'accord? Oui. Ça assèche, le vide, ça assèche. On a compris que lorsque je suis, par exemple, je suis stressé, je suis mal, je dors mal, j'ai un mental agité, je commence à être constipé, je commence à avoir l'insomnie, je commence à avoir la peau qui sèche, et on a remarqué quoi? C'est que l'éther assèche la peau, et des fois on a des flatulences, tout ça. Donc, ces deux énergies-là, on les a regroupées parce que l'air et l'éther correspondent à une hygiène de vie, une énergie de vie. Donc on a associé, on a appelé le dosha vata. Tu vois? Après, on a constaté que le métabolisme de digestion des humeurs, digestion des aliments, digestion de tout, même des toxines, on a remarqué qu'il faut du feu et de l'eau. Tu as qu'à regarder quand tu as mangé, qu'est-ce que pour que tu as mangé, il faut de l'eau et du feu. Donc, pour transformer les aliments, il faut de l'eau et du feu. Donc, ce métabolisme-là, on l'a appelé Pitta. Et pour nous, Pitta n'est pas que là. Parce que M. Jean Colère, j'ai du feu. Oui. Un truc très simple. Et tu n'as pas remarqué que des fois, si je suis très en colère, j'ai plus soif. Donc, c'est pas forcément l'aspect nourriture. Hein. Il y a l'aspect, je suis anxieux, on sent ça, d'accord? J'ai besoin de sucrer. C'est ça. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on a associé ça à l'énergie. Pitta. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire l'ossature du corps. Mon corps a besoin d'os, a besoin de tendons, a besoin de quelque chose qui est palpable. Mais tout ce qui est palpable est fait de terre. Terre, c'est pas la terre, hein, des éléments, oligo-éléments et minéraux. Et de l'eau. Il faut du ciment pour qu'on puisse construire. Et quand tu regardes, tu prends un tendon, hein, tu le fais sécher, il devient, je ne sais pas si tu as vu ça, un nerf qui est séché. C'est pas possible. Ça devient pire qu'une roche. Tu vois, je me rappelle à l'époque, ça fait rire. À l'époque, on prenait, les anciens prenaient pour faire des ceintures des pinabœuf. C'est-à-dire, ils prenaient le sexe de l'animal. Okay. Et en fait, c'est mou, mais quand ça sèche, c'est dur comme une roche. C'est pour cela qu'on te dit que ça, il faut de l'eau et il faut de l'élémentaire pour que tu puisses construire tout ce qu'on appelle l'ossature du corps. Donc, lorsque les sages ont compris ça, ils se sont dit, bon, il y a 3 parties distinctes. Il y a kappa, je suis né, j'ai l'ossature, les os, la chair, les tendons. Ensuite,
il faut, s'il fait moins 15 degrés, mon corps ne fera pas moins 15 degrés. Donc il faut du feu à l'intérieur, il faut un truc qui transforme le froid en chaleur, la chaleur, etc., qui refroidit donc, et qui permet de faire l'alchimie pour diriger les éléments, digérer les aliments. Donc on a scindé ça, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle Pitta. Et le troisième, comme je t'ai dit, que moi je mange, je bois, je me réchauffe, je m'essuie, je transpire, etc. Mais il y a une autre partie. J'ai des sentiments, j'ai des pensées. Ça, c'est très subtil, ça. Et dans le monde manifesté, il y a deux éléments qui sont subtils, c'est l'air et l'éther. Et lorsque tu le regroupes, ben, ça donne ce qu'on appelle Vata. Et si tu veux Vata, une fois, dans l'Ayurveda, une fois que tu as les trois qui sont équilibrés, parce qu'on a les trois, hein, on a les trois. On a plus ou moins en pourcentage, je peux avoir par exemple 30% de Vata, 50% et 20% de Kapha, mais je peux aussi avoir 80% de Vata. Donc en fait, si tu veux, on a tous, mais simplement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenir l'équilibre de tous les trois. C'est quand un dosha est déséquilibré que les pathologies... Voilà, et ça commence à devenir. Alors chez nous, par rapport à la médecine classique, lorsqu'un dosha est déséquilibré, il donne un pré-symptôme. Mais des pré-symptômes, les gens, comme tu disais tout à l'heure, les gens ne s'inquiètent pas. D'accord? Je sens que j'ai une odeur, c'est pas grave. D'accord? Alors que si je viens de dormir, je ne peux pas avoir une odeur le matin. Je dois être en forme. Bon, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je remarque que mes selles sentent beaucoup. C'est très pâteux. C'est pas grave. Hein? Donc j'avais dit qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais changer ça. Mais ça, alors si tu veux, il y a quelque chose que je t'ai rajouté à propos des doshas. En Ayurveda, il y a les doshas qui doivent être équilibrés. Mais pour équilibrer les doshas, il y a 5 facteurs. Le sommeil profond. Ce n'est pas le sommeil profond. Il faut amener le patient à avoir des sommeils très profonds. On utilise les plantes, la méditation, la respiration, mais il faut avoir un sommeil profond. C'est comme ça qu'il récupère. C'est que tu récupères que dans le sommeil profond. Ensuite, il y a une chose qu'on ne va pas oublier, il y a la conception de vie. La conception, si tu n'as pas une mauvaise conception de vie, eh bien ton vata va être déréglé tout le temps. D'accord? Et ton pitta, parce que tu vas être en colère, tu vas être anxieux, tu vas être irritable. Et ça, si tu veux, c'est la conception mentale qui peut arranger ça. Ensuite, il y a le facteur, je dis bien alimentation. Hein. L'alimentation, je mettrai la nourriture, je mettrai aussi les plantes médicinales, tout ça fait partie. Ensuite, il y a un autre module qui s'appelle les exercices physiques et respiratoires. Et là, c'est fondamental. Je peux te dire, c'est fondamental. La respiration, faire des respirations, arriver, lorsque tu es couché sur ton lit, automatiquement, tu inspires pendant 30 secondes et tu expires pendant 1 minute, tu ne seras jamais malade. Je dis bien jamais malade. Mais comme ce n'est pas des choses que les gens entendent, comment tu veux qu'ils croient un gars qui habite dans une vieille maison avec un vieux chemin, tu vois, qui est marginal. Et heureusement, ça m'a sauvé, j'ai fait beaucoup d'études, donc j'ai des diplômes. Je n'ai pas que les diplômes d'Ayurveda, j'ai des diplômes de la société occidentale. Donc ça, pour ça seulement, c'est ça qui me permet aux gens de me respecter. Parce que si il respecte le diplôme. Il respecte le diplôme parce que c'est un gars qui s'est marginalisé, mais il a sa place dans la société. Tu vois? C'est pas un rasta qui n'a pas réussi la société. Oui, c'est que tu le fais par choix et pas par défaut. C'est un choix parce que j'ai vu que justement, pour avoir la bonne santé, c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il fallait faire. Autre chose, je te raconte, le dernier facteur de santé qu'on n'a pas dit, il y a ce qu'on appelle, je dois faire une vidange, c'est-à-dire jeûne, nettoyer le côlon, nettoyer la vésicule biliaire, le foie, tout ça, transpirer. C'est-à-dire que je dois faire comme une voiture. Ça, c'est le 5e facteur de la santé. Voilà. Donc ces 5 facteurs-là, c'est ce qui permet d'équilibrer les doshas. C'est marrant que tu me dises ça, parce que là, j'ai fait quand même une petite série de vidéos avec des points de vue très différents. J'ai interrogé des gens qui ont fait un régime frugivore, j'ai interrogé quelqu'un qui a fait un régime carnivore. J'ai interrogé beaucoup de monde, mais le facteur commun à tous, c'est qu'ils font tous du jeûne. C'est qu'ils font tous, le mec qui est carnivore, il va faire un repas tous les 48 heures, par exemple. Il me dit, moi je mange comme des Esquimaux, il n'y a pas de mangue ou de plantes qui poussent au pôle Nord. Et les gars, ils vivent depuis des millénaires. Donc, il m'a dit, par contre, je vais manger une viande, mais je vais manger tous les 48 heures.
Et le mec, il va manger un bouillon avec un os dedans, il va manger la moelle, mais il va manger tous les 48 heures. Et le dénominateur commun, c'est le jeûne. Ce que les gens ne veulent pas faire. Parce qu'ils ont peur de manquer. Et ils ont peur de mourir parce qu'ils vont On a pas peur manger. de manquer depuis la naissance. Hein. On veut de jouer, on a peur de manquer d'amour. On l'a a tété peur de la manquer- maman déjà. On veut On a la tétée de la maman. On a peur de manquer la pluie, avoir manqué de manteau. On a peur de manquer des jouets. On a peur de manquer l'affection. On a peur de manquer le contrôle, de manquer le bus, de manquer. On a peur en fait. On vit dans la peur. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la peur se transmet. La peur se transmet. Le doute, par exemple, le doute, une fois que ça arrive à l'extrême, ça fait la peur. La peur à l'extrême, ça fait la violence. Ça peut être la violence dans le corps, mais ça fait la violence. Et comme ça se transmet par le phénomène génétique, ça se transmet. Donc je remarque souvent, il y a des enfants qui sont très agités, qui sont très turbulents, qui n'obéissent pas. Mais en fait, quand tu regardes leurs parents, tu comprends. Mais il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit qu'ils m'emmenaient des enfants hyperactifs. Et quand je voyais les parents, je leur disais, laissez-lui dans la salle d'attente et vous rentrez. Et ils se fâchaient et partaient, quoi. Parce qu'ils comprennent pas, c'est eux que tu vas faire. Bah, surtout un enfant de moins de 8 ans, moins de 10 ans, ouais, je trouve que c'est un miroir de ce qui se passe à la maison, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut donner aux gens comme info, comme façon de faire, pour sortir de cette peur de tout, cette peur du manque, cette peur de mourir, cette peur où on traverse la vie par de la peur et pas de l'amour. J'avais un maître qui disait, vivez dans la simplicité. Plus tu es simple, moins tu as peur. Vivez dans la simplicité et vivez, servez les autres. Si ton objectif est de servir les autres, je peux te dire que tu arrives à avoir une humilité, et l'humilité, c'est celle de la personne qui n'a pas peur. Servir les autres. Je prends souvent mon exemple parce qu'en fait, depuis que tu connais ici, j'ai déjà logé peut-être 500 personnes. Il y a ce monsieur de la Côte d'Ivoire là, il avait des sans-abri, je le loge, tu vois. Et il y a une autre dame qui est partie là, une fille, tu sais, quelqu'un que je vois qui lui manque simplement de l'affection, de l'amour, simplement, permettre-lui de se loger. Tu vois, il a déjà bricolé, le monsieur qui est là. Simplement le permettre d'avoir une famille, tu vois, une famille. Mais ça, c'est parce que je passais ma vie à penser aux autres, en fait. Et je peux te dire que, je suis là pour beaucoup d'années. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, plus tu desserres les autres, moins tu t'occupes de toi, plus tu es en bonne santé. Parce que tu es guidé par l'amour. Par exemple, je t'ai dit, je n'ai pas mangé, je vais manger, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut trouver un équilibre où, dans ton cas où tu arrives à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, mais les gens qui sont que tournés vers la télé, vers le président, vers la politique, vers le masque, vers ci, vers ça, est-ce qu'eux ne doivent pas quand même trouver un équilibre à se recentrer sur eux un petit peu pour pouvoir mieux servir les autres? Ces gens-là, pour retrouver l'équilibre, c'est des gens que tu dois envoyer. Par exemple, ils doivent faire soit du tai chi, de la méditation. C'est des gens qui doivent aller en salle, qui doivent avoir ce qu'on appelle des coachs. Il y a des gens qui vivent dans la société, ils peuvent trouver leur équilibre s'ils ont tout le temps un coach. Ils vont voir leur médecin, leur psychologue, une fois par mois, ils vont voir l'ostéopathe, ils vont voir tu vois, ils vont voir leur coach sportif, ils vont voir c'est limité, tu es limité oui, quand tu fais ça tout le temps. Mais si tu veux qu'ils vivent dans la société, dans cette société, ils sont obligés de dépenser. Ils sont obligés d'aller voir des coachs, d'aller voir des médecins, d'aller voir des psychologues. Quelqu'un qui vit dans la société est obligé d'aller voir un psychologue une fois au moins par mois. Tu vois? Sinon, il faut qu'il aille voir un sage, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut qu'il aille voir quelqu'un. En fait. Souvent, je te dis, je reçois des gens. Alors, depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années, il y a des gens qui disent, je suis venu juste pour discuter avec toi. Ouais, et je dis, de quoi tu souffres? Parce que j'ai tellement l'habitude qu'on va voir un médecin parce qu'on a mal. Non, juste pour poser quelques questions. Tu comprends? Ce qui manque aux gens, c'est des coachs. Tout le monde croit qu'ils ont compris quelque chose. Moi, je dis une chose, c'est peut-être ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Celui qui est malade n'a rien compris de la vie. Je dis ça à tous mes patients. En tout cas, quelqu'un qui est malade, il se ment sur un aspect de sa vie, c'est sûr et certain. Il y a un truc. Tu n'as pas tout compris. Plus tu es malade, plus tu comprends rien. Plus tu te fais des illusions sur beaucoup de choses. Si tu as un petit pépin, il y a un petit voile à lever, il y a un médecin en lumière. Mais plus tu es malade, j'avais une dame l'autre jour, tension, diabète, cholestérol, eczéma, psoriasis. Elle enchaîne, elle a tout. Je
lui dis, ça va, vous vous sentez stressé dans l'avion? Il me dit, non, ça va. Je lui dis, bah, peut-être que vous pensez que ça va, mais votre corps est en train de crier, quoi. Vous vous rendez compte que votre corps est en train de... Elle est en décalage sur son corps, où pour elle, tout va bien, quoi. Je dis, mais pourquoi vous venez me voir? Ah, ma fille m'a parlé de vous. C'est ce décalage que je trouve... Moi, ça fait 7 ans que je le fais, donc c'est pas beaucoup par rapport à quelqu'un comme toi. Mais ça fait 7 ans, j'ai vu des milliers de personnes en 7 ans, parce que j'avais repris une activité où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde qui venait, c'était un généraliste. Mais je me rends compte que les patients que j'avais qui venaient pour ce généraliste à l'époque, ils faisaient de l'auriculothérapie, Conol. Ouais, c'est des gens qui viennent et ça les concerne pas tout ce qu'ils ont, quoi. Oui, il y a un monsieur m'a dit que son patron lui a dit d'aller me voir, mais c'est pas pourquoi. T'as compris? Son patron m'a dit d'aller me voir parce qu'il est fatigué. Donc tu vois, et donc on rencontre, et par exemple ce monsieur-là, et je disais, mais en fait, son patron, parce que je l'ai soigné, et il a trouvé que c'était magnifique d'avoir me voir, je suis fatigué. Mais bon, imagine pas qu'on se d'abord d'une chose. Il m'a dit, j'ai pas le temps de me parler de gène. D'accord? J'ai pas le temps de me préparer un petit déjeuner. Je dis, mais déjà de dire, j'ai pas le temps. Comment tu veux, pourquoi tu veux me voir? Ouais. Après il m'a dit, tu sais, le soir, j'ai pas le temps de dormir beaucoup. Parce que j'ai plein de choses à aller faire avant de dormir. D'accord? Il faut que j'aille voir mes mails, il faut que j'aille répondre, il faut que je prends mon téléphone portable pour appeler tous mes amis. Ils sont partout en fait et ils sont pas là, quoi. Il y a une patiente qui me dit, 50 ans, j'ai des troubles de mémoire. Mais ça arrive souvent là même. Troubles de mémoire. Elle me dit, oui, par exemple, je vais mettre une casserole d'eau sur le feu et je vais partir. Je lui dis, non mais, qui vous a dit de partir? Elle me dit, comment ça? Elle me dit, non, j'ai mis l'eau sur le feu et j'ai été faire la machine. Je lui dis, et quand vous êtes revenu, elle me dit, la casserole était brûlée. Je lui dis, bah déjà, juste une action simple comme ça, vous la maîtrisez pas. Qui vous a dit d'aller faire la machine, la vaisselle? Elle me dit, quoi, je vais rester devant l'eau à la regarder bouillir? Je lui dis, oui. Parce que vous réussissez pas juste un truc simple. Et les gens veulent être partout en même temps, quoi. Ils veulent faire 10 000 choses et on ne fait pas une seule chose à la fois. C'est un peu aussi l'objectif de la méditation, faire une seule chose à la fois. Si, de tout ce que tu as expérimenté, de tous les maîtres que tu as pu aller voir, si tu devais garder une chose, un élément qui pour toi c'est ce qui fait que ça fait la différence pour être en bonne santé, pour profiter de la vie et être heureux, ce serait quoi? Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Ne pas s'occuper de son avenir ni de son passé. Et c'est quoi la clé principale? C'est ça, c'est de... T, je vis T. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça marche. Ne pas passer à demain. C'est peut-être à développer dans une prochaine discussion. D'accord? C'est peut-être à développer. Parce qu'on peut le développer parce que ça paraît très simple. On peut parler de beaucoup de choses. Je voulais déjà... Je voulais déjà donner des petites clés aux gens parce que c'est, je pense aujourd'hui, tu disais qu'il faut beaucoup de coachs. Et aujourd'hui, tout le monde est coach sur Internet. Il y a une fois, si je veux rester dans la société, il faut que je sache que je vais être dépendant d'un système médical et un système psychologique. D'accord? Si maintenant je décide de être dans la société, ne pas suivre la société. Moi je suis dans la société, mais je ne suis pas. Tu comprends? Oui, tu as un pied dedans, un pied dehors. Non, je ne suis pas un pied dedans, je suis dans la société, parce que la société, c'est nous qui le faisons. Tu vois? Mais les règles de la société, savoir par exemple la télé, les infos. Oui, tu t'en fous. Tu vois? Et de savoir quel est le nom du président. Bon. Le Covid, tu t'en fous, toi? Complètement. Parce que pour moi, c'est facile. Je le dis maintenant, je n'ai pas peur de le dire, c'est facile à guérir. Alors les gens viennent me dire, mais si c'est si facile à guérir, pourquoi tu ne vas pas? Écoute-moi bien. Et c'est là où on voit la notion de sagesse. Pourquoi tu ne vas pas, tu ne te débrouilles pas pour que les gens sachent que tu peux le guérir? Mais dis, mais attends, ceux qui méritent d'être guéris viennent voir ensemble, c'est tout. Ils viennent voir moi. Parce qu'il y en a qui sont déjà venus à moi. La première personne que j'ai soigné, je crois que c'est mon beau-fils. Tu vois? Parce que comme il était jeune, on lui a dit rester chez toi, ça va passer. Mais il était dans un petit état, je dois rester chez toi. J'ai soigné ma fille aussi, rester dans un état. Donc en fait, si tu veux, maintenant, si tu veux, il y a des gens, il y a un enjeu, des enjeux, c'est un jeu en fait. Les gens ne se rendent pas compte que
Je dis bien tous les gens sont malhonnêtes par définition. Ils ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas volontairement qu'ils sont malhonnêtes. C'est le fonctionnement de la société qui rend tous les gens malhonnêtes. Même ceux que tu crois être honnêtes sont malhonnêtes. Tu comprends ce que je te dis? Je regarde, quelle que soit la personne qui vient dans ma vie, d'accord? Ça sauf ceux qui viennent dans ta vie. Tu vas voir que je donne beaucoup. Et à un moment, comme le karma, il y a un problème de karma, comme ils vont me devoir karma, eh bien sans être fâché, sans avoir aucun problème avec la personne, Ça se coupe. on se coupe, la relation se coupe. Et je remarque ça beaucoup parce qu'en fait, les gens, ils donnent pas, ils aiment quand tu leur donnes pas. Tu comprends? Donc, comment, si quelqu'un a besoin, je veux pas aller courir me dire que ça se soigne. Bah, chacun son karma. Parce que je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que la médecine classique peut guérir le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ça. Tu vois, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je me rappelle une fois, je suis allé récupérer quelqu'un qui avait un cancer à l'hôpital. Le cancer, le m'a dit, je sais, j'ai pas le droit de lui dire ça, mais je crois que pour ce cancer-là, ils ont fabriqué un médicament dans tel pays, je crois que c'était la Roumanie, mais ça coûte très très cher, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Il faut que la personne sache que son traitement va lui faire 3 000 euros par mois. Mais c'est possible. C'est possible. Donc si tu veux, comme on nous limite, ceux qui arrivent à tout le monde, tu as été en cours, de l'école à l'éducation de nos parents, qui eux-mêmes sont limités, on nous limite. On ne donne pas l'ouverture. Surtout, on nous limite. Donc si on ne fait pas, si tu veux, ce qu'on appelle un reset pour te dire que je veux changer tout, je veux comprendre tout l'existence, de la naissance à ma mort, je veux tout comprendre. Souvent je dis aux gens qu'une technique très simple, d'accord? Si tu veux enseigner un enfant, lâche-le, chaque période de sa vie, lâche-le dans une forêt et observe-le comment il se débrouille, comme un animal. D'accord? C'est pas en faisant des choses pour l'enfant. Je vois des mères qui donnent un enfant à manger, un enfant qui a plus de 3 ans. Un enfant qui a plus de 3 ans, tu ne vas jamais le donner à manger. Il doit apprendre à tenir sa fourchette, il doit apprendre à tenir, c'est tout. Mais comme les gens même sont pas, si tu veux, ces gens-là même sont pas débrouillards. Les parents sont donc pas ils le transmettent aux enfants. Donc ils le transmettent aux enfants. Tu vois? Par exemple, tu vois les 2 enfants qui sont en train de courir là. Ces enfants-là devraient être capables de monter déjà un arbre pour aller prendre leur. Mais qu'est-ce que les parents qui ont peur, tellement peur? Mais il faut tomber. Donc en fait, si tu veux, les parents empêchent à la société d'évoluer. Je dis bien, on dit qu'il y a beaucoup de délinquants, beaucoup de choses, mais regarde les parents, tu vas voir, beaucoup de malfroids, Mais l'éducation est très mal faite des enfants. On en veut aux jeunes, mais je pense que c'est les aînés qui ont fait que les jeunes soient comme ça. Ça peut être les aînés dirigeants, ça peut être les aînés... C'est eux qui les ont éduqués, c'est eux qui ont transmis. Mais tout, c'est ce qui a fait ça. Parce qu'en fait, la notion de doute, de peur, tu deviens violent quand tu as trop de peur en toi. C'est la peur qui fait que tu deviens violent. La peur. Ça peut être simplement la peur d'être dans l'ignorance. La peur que personne... La peur de manquer, la peur de qu'on ne t'accepte pas. Et ça fait ça. Voilà. L'ignorance mène à la peur mène à la violence, et la violence à la haine. Non, l'ignorance mène au doute déjà. Et le doute mène à la peur, et la peur mène à la violence. Et de la violence, eh bien, ce qui arrive, quand tu arrives à la violence, le système nerveux et toutes les autres maladies du système nerveux t'attendent et te guettent. Peur de la violence, tu as tout le reste. Moi, j'ai beaucoup expérimenté avec la violence, et j'ai eu beaucoup d'expériences en face de moi où il y a des gens, et pourtant toutes les fois où j'ai été violent, c'est jamais moi qui ai actionné consciemment. Mais je me suis dit, si je me suis retrouvé dans cette situation où quelqu'un m'a provoqué au point d'en arriver aux mains ou à la violence, c'est que je l'ai cherché, et c'est que dans mon énergie, c'est ça que je voulais. Ouais. Et il faut qu'on soit constamment en train de lire en fait tout ce qu'on a comme expérience à l'extérieur, ça nous renvoie, quoi. Mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Merci Moïse. Samy. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour la fin? Alors, cherchez en vous tout ce que dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin, cherchez-le en vous. Tout ce dont vous avez besoin, l'amour en vous. Partagez votre amour avec les autres, mais ne cherchez pas votre amour dans les autres. Ensuite, votre énergie, votre équilibre. Lorsque
ne faites pas du sport avec un coach, faites un sport en écoutant votre corps. Simplement. Passez du temps à rester avec vous-même. Ça s'appelle méditation, mais simplement je peux rester avec vous-même. Si vous faites ces trois choses-là, au fil des années, votre santé s'améliore. Et vous allez retrouver une santé totale. Merci.